Donc, bonjour Tutube ou bonsoir. Nous allons ce soir entamer le deuxième chapitre du livre Tueur de trolls de Gotrek et Félix. On va pouvoir se lancer dans cette aventure. Encore une fois, je le disais un petit peu avec le chat avant de commencer. C'est l'un de mes chapitres préférés. Vraiment, là, t'as... Alors que c'est que le deuxième, hein, pourtant, ça devrait être encore un peu balbutiant pour ce qui est de t'attacher au personnage, mais non. Je trouve vraiment qu'ils sont vraiment très très bien. Ce passage est vraiment cool. Donc on va essayer un petit peu de vous le détailler encore une fois. On va donc vous le résumer. Hein, j'ai un petit peu fait un travail de résumé avec des cartes, parce que j'avais oublié de faire mes cartes la semaine dernière. Et bien entendu avec des représentations de ce que j'ai pu faire en utilisant Copilot et en s'amusant tous ensemble pour ça. Où est-ce que j'ai eu mon t-shirt d'Allworld Gotrix? Je l'ai eu sur le Warhammerk, donc le site officiel. Alors. Moi, je suis venu pour tes dessins custom. Comme je l'ai dit, malheureusement, ce soir, il n'y en aura pas. Promis, la semaine prochaine, je vous referai des vraies réalisations sans IA. Donc, pour vous rappeler un petit peu où on s'en était laissé après simplement le premier chapitre de Gotrek et Félix. Le premier chapitre de Gotrek et Félix a commencé ici, voilà, dans ce toute petite couille rouge là, au sud-ouest d'Aldorf. Ça s'est passé non loin de la ville de Bogenhafen, avec toute la première aventure, le carrosse noir, Geimnisnacht, la clairière de Noirpierre et les corruptions sur le chaos. On a eu déjà quelques présentations des personnages dans ce tout premier chapitre qu'on a vu la semaine dernière, avec donc le fait qu'on sait que Gotrek est un tueur nain en exil. On ne sait pas quel a été son crime. On a eu la présentation un peu de qu'est-ce que c'est un tueur, quelqu'un qui cherche la mort face à l'adversaire le plus colossal et le plus puissant. Et on a Félix, un poète, un étudiant, un dramaturge, alors pas un dramaturge, mais en tout cas quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui a eu beaucoup d'éducation, qui est lui aussi un exilé, un impérial d'Aldorf, donc de la capitale, et qui aime bien les duels, hein, qui a été un petit peu, voilà, on sent qu'il a des origines nobles, et que lors d'un duel durant ses études, il a malheureusement tué un de ses adversaires sans faire attention. Et en plus, on sait que c'est un peu un réfractaire au règne de Karl Franz par rapport à des impôts ou quoi que ce soit. Et on sait que Félix est en cavale un petit peu à Aldorf parce que il a été dans une manif qu'il fallait pas aller et Gotrek a buté des chevaliers impériaux pour s'en sortir tous les deux. Donc voilà, on sait que tous les deux c'est un peu tendu. Et on a eu l'explication du pourquoi ces deux personnages sont ensemble, un tueur nain qui cherche la mort et un poète barde humain bretteur. C'est parce que après une bonne beuverie, eh bien Félix s'est bourré la gueule et a juré à Gotrek, un nain à qui on ne peut pas jurer sans en porter les conséquences, de le suivre pour écrire sa saga, mais en se rendant plus tard compte, après avoir décuvé, que vouloir suivre un tueur nain, c'est pas tous les jours facile. Merci beaucoup à la personne anonyme qui a offert 5 subs à la commune. Merci énormément à toi. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, pour ce qui est du roman, il a bien été écrit par William King, il est sorti en août 1999, donc le livre qu'on est en train de lire, le premier. On suit bien l'ordre des romans, on n'avance pas, on ne spoile rien, Et évidemment, dans la timeline de Warhammer, ce n'est pas dans le vieux monde, Gotrek n'est même pas né encore à l'époque du Old World. Là, on est en 2505, donc Karl Franz a été élu il y a quelques années à peine, et vraiment on est une vingtaine d'années, trentaine d'années avant la fin des temps. Salut Morto, j'espère que tu vas bien. Qui n'a pas été aussi faible les chevaliers, c'est ça. Et donc comme je vous ai dit, l'aventure s'est passée ici, dans ces tout petits couilles rouges, et pour vous donner une idée, on sait qu'on sera bien plus loin au chapitre d'après. Donc l'ouverture de ce deuxième chapitre est l'une des meilleures ouvertures qu'on aurait pu avoir, parce que l'ouverture de ce deuxième chapitre se passe dans une taverne. Voilà, si ça c'est pas l'intro de JDR classique que tu fais toujours en tant que MJ.
le début de ce deuxième chapitre commence dans une taverne avec 3 gars. 3 gars, hein, 3 personnages décrits comme des trappeurs impériaux, donc des gens, pas des chasseurs, hein, mais plutôt des trappeurs. C'est original, oui, très original. Et ces 3 gars sont en train d'emmerder une jeune fille. Ils sont en train d'emmerder une jeune fille, mais vraiment de l'emmerder plutôt très salement. Et le chapitre commence par Félix. Félix qui demande tout simplement à ces gens-là de laisser tranquille cette jeune femme. Alors, pour vous donner un exemple, bizarrement, l'IA, elle n'a pas voulu me représenter l'image. Mais un des gars tient calé la fille couchée sur une table. Voilà. Donc, il la tient calée, tête en avant, fesses en arrière, et puis voilà. Ça donne un peu l'image du deuxième début du roman, quoi. Un grand cœur, ce Félix. Il y a wokiste, c'est à peu près ça. Quête 1, taverne. Quête 2, taverne. C'est ça, exactement. Et bien évidemment, Félix s'interpose. C'est un gentleman, hein, Félix, vous l'avez bien compris. Il a failli être ban par l'IA, j'avoue. Et les 2 trappeurs, enfin les 3 trappeurs, l'un va tenir la fille et les 2 autres vont commencer un petit peu à se retourner vers Félix. Et très rapidement, on va sentir que ça va partir en vrille parce que celui qui tient la fille commence à dire que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu des gens aussi beaux, autant la fille que Félix. Merci Gilga, merci beaucoup pour les 100 bits. Voilà, et donc l'un des autres gars commence à s'approcher de Félix du genre oh là là mais t'es un mignon toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en fête. C'est louche. Voilà, c'est bicurieux le trappeur, c'est à peu près ça. Et donc Félix ne se lance pas dans la bataille. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on comprend très rapidement qu'il est tout seul. Il est tout seul, en gros. Son honneur de gentleman n'apprécie absolument pas de voir cette jeune fille se faire violenter. Et le souci, c'est qu'il parle beaucoup, mais quand il se retourne, on comprend hein, par la description que nous fait Félix, qu'il est tout seul. Il est tout seul dans cette taverne. Alors, rapidement, voyant que ça part un petit peu en vrille, il s'exprime en disant « Non mais pardon, je préfère vous offrir un verre si vous préférez, et on va pas aller boire un coup dans un coin et foutre la paix à cette jeune fille, quoi. » Et le trappeur qu'il trouvait mignon commence à même dire d'un coup « Ah, et en plus il est pété de thunes. Eh ben servons-nous. » Retour de Brokeback Mountain, c'est ça. Voilà, donc ça sent très... Voilà, c'est très mauvais comme début de chapitre. Bon, Félix, avec son charisme et son éloquence, va un petit peu faire comprendre qu'il ne veut pas les problèmes et qu'il va arrêter la situation là. Il va un petit peu faire quelques pas en arrière. Et les trappeurs, surtout l'un des trappeurs, merci Lord, merci beaucoup pour ton prime. L'un des trappeurs va s'approcher de lui disant « Ah, c'est bien, t'as compris ta place » et va écarter les bras un petit peu vers lui en voulant le taper un peu à l'épaule en lui disant « Ouais, c'est bien, tu t'écrases, maintenant on va s'occuper de cette jeune fille. » Et c'est là que Félix, qui est très malin, c'est là que Félix en profite. Il est tout seul, il y a 3 gars, et au gars qui s'approche, il va lui mettre un énorme coup de pied dans les noix, au bon moment, et il va lui fracasser le menton de bas en haut avec un uppercut colossal suivant. Et comme le veut la tradition, on continue après avec une bonne baston. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est la solution. On a envie de jouer à des dés et lancer des dés. J'ai mal. Ah oui, tu peux avoir mal, en effet. La bataille de... Warhammer WWE, c'est ça. La bataille de taverne va être assez intense pendant quelques lignes. Félix va briser des dents aux gars qui étaient... ils ont des ogres dans la taverne. Non, c'est le LIA, j'avais demandé des gros. Taverne sans baston, c'est pas une taverne, on est d'accord. Malheureusement pour Félix, ça va très vite partir en vrille. Il va réussir à maîtriser un des 3 gars, mais les 2 autres vont très rapidement le bolos. Il va se faire vraiment assez bolos. Vous avez eu votre avant-fight et maintenant c'est l'initiative, c'est ça.
Félix ne reste quand même pas quelqu'un qui combat beaucoup au corps à corps, c'est plus un bretteur. Il ne dégaine aucune arme, hein, bien sûr. Il va se défendre, bec et ongles, il va briser des dents, il va briser des tables, bien sûr. Il y aura même un petit moment comique où il va se faire lui-même projeter avec un énorme coup dans la gueule sur une table. Il va être bloqué sur une table, il va vouloir saisir la table pour la balancer à la tronche du gros en face de lui. Et la table ne va pas bouger. Et là tu te dis putain mais Félix en fait t'es trop faible, t'as pas assez de force. Et en fait t'as juste un des clients qui est posé sur la table en train de le regarder se faire défoncer. Et qui fait juste non mais la table est accrochée au sol à cause des bagarres. Ah merci. Et vraiment Félix prend le temps de le remercier alors qu'il se fait bolos. Je trouve que c'est assez rigolo, c'est très c'est très jeu de rôle encore une fois, c'est bien cette ambiance. Un barman prévoyant, c'est ça. Je regardais le live en rediff pour connaître le chapitre 2. Dac, pas de soucis, merci Champette d'être là. Et donc en gros, Félix va quand même être assez chaud à être chopé, il est très svelte, il est très souple, mais bon, la force de ses adversaires, de ces 3 trappeurs, reste quand même assez colossale, enfin vraiment de 2, parce qu'il a maîtrisé le premier assez rapidement. Et la situation dégénère quand il se fait saisir par un des trappeurs, et l'un des trappeurs dégaine sa lame et la cale sous la gorge de Félix. Au moins, toute la bagarre a servi à la jeune fille pour partir. La fille a réussi à partir pendant que les 2 autres essayaient de maîtriser Félix et que le 3e mangeait ses dents. Et Félix, à ce moment-là, se fait saisir à la gorge et direct, le trappeur même l'enfonce un petit peu, du sang commence à couler et Félix se dit putain ça y est, je vais mourir comme une merde dans une taverne. Posé comme ça, bolossé par des trappeurs ignares de l'arrière-pays. Et c'est là que la porte s'ouvre et qu'arrive un nain. Je vais mourir niveau 1. C'est à peu près ça. Et je suis très content de l'IA que j'ai réussi à faire. New player, new challenger. C'est vrai ça. Et donc, lorsqu'il arrive, Gotrek, ça fait très The Witcher à l'arrivée à Novigrad, un petit peu ouais. Un nain comme les autres, presque aussi beau que ton dessin. Ouais, presque. Et alors, on n'attend pas Gotrek. Il n'y a que moi qui peut bolos le poète. Non, c'est encore mieux vraiment. Lorsque Gotrek entre dans la pièce, alors bien sûr les trappeurs sont en train de se battre contre Félix, donc il lui tourne le dos, et le nain balance dans la pièce « Je vous interdis de frapper mon ami, venez vous battre avec moi plutôt ». Au début les trappeurs envoient chier le gars qu'ils ont dans le dos en disant ah, « Ça va, ta gueule, ça va être ton tour, on va te choper ». Et au moment où les trappeurs se retournent, ils voient ça. Un tueur nain avec sa hache dégainée. Et les 3 trappeurs se chient dessus. Mais vraiment, hein, vraiment. Bonjour la réciprocité, c'est ça. Et directement, tu as les trappeurs même qui commencent à dire non, mais on veut pas se battre avec vous. Ils changent complètement d'avis. Et même vraiment, Gotrek leur dit ah ouais, mais attendez les gars, vous étiez à 3 contre 1 avec mon pote. Là, si vous êtes à 3 contre 1 contre moi, c'est bon, vous allez y arriver. Venez vous battre. Et vraiment, les trappeurs refusent de le combattre en disant non, mais c'est bon, on veut pas de problème. Et Gotrek va leur dire bah écoutez, cassez-vous maintenant, parce que sinon ma hache elle va couler, mais j'ai même pas envie de la salir pour vous. Pouce, c'était une blague. Voilà, c'est ça. Je les comprends. Tu m'étonnes, elle tira. Le gars doit regarder son couteau à beurre et se dire que c'est insuffisant. C'est ça. La déception. Voilà, la déception. Donc, la situation va se calmer comme ça, avec Gotrek qui vient sortir de là, Félix. Félix qui est un petit peu, voilà, qui s'est fait un peu bolos quand même. Il a eu un peu mal, mais il a survécu à cette maman m'appelle, c'est à peu près ça. Et les 3 trappeurs vont se barrer. Voilà. Voilà un petit peu l'intro de ce chapitre et moi je l'aime beaucoup. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors je vais vous remettre une image où il y a les 2 à la taverne parce que j'aime bien ce dessin.
Même si c'est pas aux bonnes proportions, on s'en fout, c'est l'IA qui a fait son travail. Ça prouve bien que l'IA, c'est pas bien. C'est pas aussi bien que quelqu'un qui ferait vraiment le dessin, hein, vraiment. Parce que t'arriveras jamais à lui faire exactement ce que tu vas faire. Mais c'est pas grave. Donc, très rapidement, il va y avoir un échange entre les deux. Alors, techniquement, l'échange, il n'est pas à ce moment-là du roman. Il est juste avant. Vous savez en fait que les romans qu'on lit, ces romans de Gotrek et Félix, c'est bien Félix qui les écrit. Ça s'appelle Mes voyages avec Gotrek. Et il y a toujours une espèce de petite intronisation, bon, qui spoil un peu le chapitre. C'est pour ça que je vous en parle que maintenant. Et on sait, à partir de là, que Félix est en train de griffonner. On sait que tous les deux ont quitté l'Empire. On sait qu'ils ont quitté l'Empire à ce moment-là. Ils ne sont plus à cette distance, ils ne sont plus dans le Reikland, ils sont même très loin de là. Pour vous dire où ils sont et tout ce qui s'est passé en termes de chemin et de place, de temps qui s'est passé depuis le premier chapitre, ils ont fait tout ce chemin-là dans l'Empire. Ils ont fait tout ce chemin dans l'Empire et même ils sont hors de l'Empire. Ils sont au-delà du col du Feu Noir, dans un petit relais postal, un petit village aux abords des montagnes grises, très loin aux premières frontières extérieures de l'Empire. Donc ils sont très 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 loin de leur première destination. Le livre spoil, c'est pas vraiment qu'il spoil, mais ça te fait un peu deviner tout ce qu'il y a dans le chapitre en fait. Et on sait pourquoi ils sont ici. On rappelle que ce sont deux fugitifs à la base, et pourquoi ils seraient venus ici, hors de l'Empire, même pourquoi ils seraient allés aussi loin. Parce que Gotrek et Félix, dans leur pérégrination, là, dans le Reikland et l'Averland, tout ça, ils ont rencontré quelqu'un. Ils ont rencontré un vieux nain lui aussi en errance, mais pas un tueur, juste un nain. Et on a une échelle de temps pour savoir combien il s'est écoulé. Non, tu n'as pas d'échelle de temps, justement. Et on sait que ce nain leur a parlé d'une légende. On ressent un petit peu que Gotrek a cassé les bonbons à ce nain pour que le nain balance cette légende. Et cette légende a appelé une fièvre de l'or chez Gotrek. Et Félix se félicite même d'avoir trouvé l'un des points faibles pour un petit peu utiliser son pote quand il veut lui faire valoir son point de vue. Dès qu'il y a de l'or en jeu, le nain va s'y lancer. Le seul problème, c'est que cette légende qui nous est intronisée au début du chapitre, eh bien, elle parle d'un trésor, mais ce trésor se trouve à Karakowipic, très, très loin de l'Empire, dans pleine montagne du bord du monde, très au sud par ici, là, très très loin par ici. Voilà un petit peu où je voulais vous amener. Un vieux nain, c'est un oxymore, c'est ça. La cité des piliers, ça c'est le point de vue d'Escaven. Otmar, c'est un peu loin. Siri, ouvre-moi TripAdvisor. Je pense pas qu'il y aura des bonnes notes. Allons dans une cité en guerre éternelle. Let's go. Encore une fois, je vous rappelle, c'est un tueur, il en a rien à foutre lui. Hein. Le trésor, c'est le voyage. One Piece, bien sûr. J'ai pensé au lore que t'avais fait de la sorcière d'Améthyste d'Ave. Elspeth Van Draken, bien sûr. Il va falloir beaucoup de feuilles de Longoulet. Bien joué. Donc, Félix, ayant mis ça en place dans le roman, va voir que derrière Gotrek, et donc la personne qui est allée appeler à l'aide, eh bien, elle est présente, et cette jeune fille, la jeune fille qui se faisait bolos par les trois trappeurs, est revenue avec Gotrek une fois qu'elle l'a trouvé, et Félix va directement comment dire il va directement lancer la drague. Allez, bonjour madame. Voilà, il va directement lancer le hashtag bonjour madame. Hashtag je suis célibataire. Alors, pourquoi elle a la cape rouge, la jeune fille, là, sur l'IA? Parce que directement, en fait, Félix va tellement être dessus. C'est un barde, il drague. Oui, classique de D&D, bien sûr. Il va très rapidement essayer de prendre soin d'elle. Il va lui dire est-ce que ça va et tout. La jeune fille va le remercier d'être intervenu, bien sûr.
Et très rapidement, on va comprendre que la jeune fille, elle est là, elle était dans cette taverne, dans cette auberge, parce qu'elle avait besoin d'herbes médicinales qu'elle était en train d'échanger avec le tavernier pour sa maîtresse. Et Félix, en bon gentleman, eh bien, il va décider de la suivre en disant, bah écoutez, je vais vous accompagner. Tenez, dehors, il fait un peu froid, je vous mets ma cape sur les épaules. D'où le fait qu'elle porte la cape rouge du Stirland de Félix. Depuis la légende, le chaperon rouge est né, bien sûr. La légende des Ferrata, je parie. Rebonsoir, Sylvain. Il va reprendre là où les trappeurs se sont arrêtés. Ah, quelle horreur. Ah, putain, quelle horreur. Et on comprend un petit peu donc où ils sont. Ils sont aux abords des montagnes grises. Ils sont en territoire étranger, entre guillemets. Ils sont dans les derniers territoires de l'Empire. Ils sont vraiment à la frontière. Dans un espèce de tout petit village de relais postal, comme il l'explique. Et en suivant cette jeune fille, Félix va l'accompagner jusqu'à un convoi. Un convoi, mais vraiment un convoi militaire. Alors attention, militaire, mais aussi civil. Il va échanger un petit peu avec elle en voyant qu'il y a beaucoup de charrettes tirées par pas mal de mules plutôt un petit peu fatiguées, etc. Il voit que les gens, ils sont très nombreux, ils sont presque plus d'une centaine. Ils sont plus d'une centaine, ces membres de convoi. Et la jeune fille va s'expliquer un petit peu avec lui. Il va discuter, bien sûr, charisme, éloquence. Et elle va leur expliquer que ce sont tous des gens, donc des serviteurs et des habitants d'un certain Gottfried von Diel. Donc Gottfried, famille Van Diel. Et apparemment, cette jeune fille explique que les Van Diel sont en exil. Ils ont été exilés de l'Empire, enfin ils sont exilés de vampires, et qu'ils se dirigent vers les principautés frontalières, donc vraiment en direction du sud. Et très rapidement, elle va commencer un petit peu à expliquer qu'ils sont passés par le col du Feu Noir. Donc le col du Feu Noir pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, et les principautés frontalières pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc vous avez l'Empire, dans le monde de Warhammer, qui est cette espèce de gros morceau de terrain là entre les montagnes, entre le V des montagnes là. Donc ça c'est la région de l'Empire. À gauche vous avez la Bretagne, ici vous avez Athel-Lorraine, le territoire des elfes sylvains. Et les principautés frontalières, ben, vous les voyez, elles sont ici. C'est le territoire qui est plus un territoire d'exilés justement, c'est pas un territoire très puissant. Il n'y a pas de grands rois, ce sont que des petits systèmes féodaux, plein de petits seigneurs. Ça appartient plutôt aux humains, beaucoup de différences. On appelle ça la contrée des mercenaires et des exilés. Et donc, ils sont vraiment exilés très très loin. Et ils ont passé le col du Feu Noir, qui est le passage que j'ai tracé là justement entre les lignes. Col du Feu Noir qui est extrêmement célèbre dans le lore de l'Empire, parce qu'il y a eu 3 batailles là-bas. 3 grandes batailles, parce que le col du Feu Noir est l'un des seuls grands passages utilisables par les immenses wags d'orques qui viennent du sud pour aller envahir l'Empire. Le col du Feu Noir, c'est un endroit qui est stratégiquement très dangereux, surtout en hiver. Et la jeune fille va leur expliquer que oui, on sait très bien que c'est dangereux parce qu'ils sont arrivés il y a à peine quelques temps et ils ont perdu beaucoup d'entre eux lors d'une avalanche dans le col du Feu Noir. Donc déjà, bon, Félix compatit bien évidemment, surtout que la jeune fille a l'air bouleversée, ou en tout cas très touchée par ça. Et en essayant de discuter un peu avec elle, il comprend qu'elle commence à expliquer que perdre des gens, être exilé, ben c'est un peu le prix à payer, parce qu'il y aurait une malédiction qui suit le baron. Derrière, le baron apparaîtra, en tout cas le chariot du baron apparaîtra, et le chariot de la fameuse maîtresse de cette jeune fille apparaîtra. Félix, en quelques coups d'yeux, va repérer que sur le chariot de sa fameuse maîtresse, il y a des chaudrons, des symboles kabbalistiques, des choses assez impressionnantes et pas du tout faites pour quelqu'un qui est un habitant classique de l'Empire. Félix va lui poser la question, est-ce que votre maîtresse est une sorcière? Et la jeune fille va froncer un peu les sourcils, non, ce n'est pas une sorcière, c'est une magicienne. Donc quelqu'un qui apparemment a étudié au collège de magie de Waldorf, qui ont été créés depuis déjà plusieurs centaines d'années, et que cette jeune fille est là, non seulement l'apprentie, ou en tout cas la servante de la magicienne, mais que la fameuse magicienne qu'elle sert est la conseillère du baron Van Diel. Avant de partir, elle fait un bisou à Félix sur la joue, et elle se présente en tant que Kristen, son prénom étant Kristen.
Et bien entendu, Félix... Félix va revenir voir son pote. Il va revenir voir son pote du genre wesh poto, il y a un truc à faire. La gamine va déjà plaire à tonton Gotrek. Il n'y a pas une forteresse qui interdit l'accès au col du feu noir? Non, il n'y a pas de forteresse, justement, c'est la nature elle-même qui le fait. Qui tout dur, Gotrek? Non, c'est pas Gotrek, c'est Félix, hein, c'est Félix. Tu utilises quoi pour faire ton tracé? Et aussi, qu'est-ce que tu as de bonnes sources pour tes images de cartes? Oui, bon, je vous donnerai ça si vous voulez. La différence, c'est que la magicienne n'est pas encore passée au bûcher. Oui, c'est ça. C'est des Strigani? Non, c'est pas des Strigani du tout. Hein, ils se présentent comme les Vandiel. Et même pas elle, hein, c'est une servante. Hein, c'est pas du tout une noble. Hein. Salut Sorrent. Et merci Giro pour les 2 subs offerts à la commu. Et donc Félix va s'approcher de Gotrek à la taverne en lui expliquant qu'il y a une solution pour le voyage qu'ils sont en train d'entreprendre. Le voyage qu'ils sont en train d'entreprendre. Ils sont 2 dans les principautés frontalières. C'est un danger incommensurable d'assaut, d'embuscade par les peaux vertes, comme le sait très bien Gotrek. Même si Gotrek cherche la mort, il veut quand même atteindre ce trésor qui est caché à Caracoépic. Et Félix va négocier. Il va négocier très fortement. On va surtout aussi avoir le détail de la fameuse légende qui a été racontée à Gotrek. Gotrek va pas du tout être chaud, d'abord. Il va pas du tout être chaud, il va faire « Ouais, mais attends, pourquoi j'accompagnerai des humains? On a une directive, on a une direction, ces gens-là vont pas dans la même direction que nous, à quoi ça sert ?» Et Félix va lui expliquer que déjà, certes, le trésor que l'on cherche, c'est un nain qui t'en a parlé. Il t'a dit qu'il y avait le plus grand troll jamais vu qui gardait ce trésor à Caracoépic. Le nain qui en a parlé s'appelait Faragrim. Et il n'hésitera pas même à lui dire les 4 vérités, Félix. Il va lui dire ces 4 vérités. T'es un tueur, t'embêtais Faragrim, et Faragrim, il t'a balancé cette histoire pour avoir la paix. Peut-être qu'il t'a raconté des bobards même. Et c'est là que Félix va lui dire genre, tu crois pas qu'il a pu te prendre pour un con, ce Faragrim? Les nains ne mentent jamais? Et Gotrek répondra c'est très rare. Donc, les nains mentent. Voilà. Je juste pose ça 2 secondes et vous assimilez l'info. Voilà. Il botte en touche. Facile. Facile. Donc, Gotrek était ivre-mort. En toute amitié, ta gueule. Et comment il va réussir à mettre Gotrek dans son camp? Bien sûr qu'il ment de parole d'elfe, c'est ça. En fait, Félix va lui vendre. Déjà, ils n'auront pas à marcher. S'ils se font engager en tant que mercenaires par le convoi militaire du comte Vandiel, du baron Vandiel, ils pourront voyager en véhicule et pas à pied. Et surtout, ils pourront être payés en plus. Et Gotrek, déjà, être payé, ne pas marcher à pied, ça le motive déjà un peu, beaucoup plus. Et surtout, Félix fera le pacte avec Gotrek de ne surtout pas parler de leur destination. Félix dira « Ok, d'accord, je te promets qu'on ne parlera pas de notre quête. On va juste s'en servir pour avancer le plus longtemps possible dans les principautés, pour ensuite les abandonner, enfin, ou en tout cas les laisser, une fois qu'ils seront installés, tout ça. Donc, l'accord est passé, et Gotrek et Félix vont donc se diriger vers le convoi à nouveau, guidé par Félix, pour tenter de trouver le dirigeant pour se faire engager. Le lendemain, ils vont à cet endroit et Félix, qui cherche un petit peu à retrouver Kristen, ne va pas la retrouver tout de suite et ils vont croiser le capitaine des gardes. Capitaine des gardes qui est un homme très grand, plutôt musclé, qui a les cheveux un peu grisonnants, il est un peu dans la quarantaine. Il est archer, hein, il est reconnu comme étant très grand et musclé. Il a une certaine dégaine, hein, il a vraiment une dégaine plutôt honorable, entre guillemets, reconnaît Félix. Et cet homme se présentera comme Dieter. Dieter, il n'a pas de nom de famille, et Dieter est reconnu comme le capitaine des gardes, le capitaine militaire, on va dire, de ce convoi des Vandiel. À côté de Dieter, un autre personnage sera présent dans une des roulottes, donc l'endroit où va Gotrek et Félix, un homme beaucoup plus soigné que Dieter,
avec des cheveux courts, un style très 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 nobliau de l'Empire. Et lui va se présenter comme le neveu du baron Gottfried Van Diel, et il va s'appeler Manfred. C'est louche. Alors, ça pue. Tiens. Pardon, plaît-il? Trigger warning. C'est à peu près ça. Je vais chercher de l'ail. Bonsoir. C'est à peu près ça. Vous ici. Alors, il s'appelle Manfred, mais je tiens tout de suite à préciser que c'est Manfred avec un seul N. Si c'est deux N, c'est vraiment pas le gentil. Hein. Là, ce n'est qu'un seul N, donc tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. C'est génial. Ah bah alors, ça change tout, ça va. On est sauvés, tout va bien. Tout va bien. Encore un type qui sait pas écrire, il a dyslexie, j'avoue. Et donc, Manfred et Dieter, donc encore une fois, vraiment aucun lien avec Manfred von Karstein, bien évidemment, mais c'est le nom, hein, le nom Manfred, qui nous fait avoir des PTSD. Et donc, c'est plus Manfred qui va échanger avec Gotrek et Félix. Il va expliquer pourquoi ils sont en exil, parce que tout semble venir de très simplement le fait que les Van Diel sont des Ulrichiens qui vivaient dans le territoire de Nöld, donc des Ulrichiens dans le Wissenland. Alors, Ulrich, pour ceux qui ne connaissent pas ce lore, c'est le dieu ancestral et tutélaire de l'Empire, le dieu de l'hiver et de la guerre, un dieu très combattant, très ancien, qui était même déjà prié à l'époque où même l'Empire n'était pas fondé, et les Sigmarites, qui est le nom du premier empereur, Sigmar, qui a unifié l'Empire, qui croyait en Ulrich quand il était humain, eh bien, lui a été déifié plus tard dans l'Empire, entre guillemets, moderne. Ce qui fait que, aujourd'hui, le dieu tutélaire, c'est Sigmar, et Wulfric un petit peu, Ulrich est un petit peu en tension, les deux églises sont très en tension. Et donc, être un Ulrichien dans le Wissenland, donc le Wissenland, c'est la région, ici même, hein, vous la voyez, elle est là, donc c'est la région de Nölln, la grande cité ouvrière et mécanique de l'Empire. Et plutôt les Ulrichiens, normalement, ils sont plus au nord, vers l'hiver, justement. Et donc, Manfred leur explique, oh là là, ouais, on a été jarté par la comtesse Emmanuelle parce qu'on est Ulrichien, donc on est en exil à cause de ça. Voilà. Gotrek et Félix font bien, bon, très bien, votre politique, je m'en fous, hein, surtout Gotrek, il en a rien à péter. Et ils vont se proposer en tant que mercenaires à Manfred et Dieter, et direct, ils ont fini leur phrase qu'ils sont engagés. Mais vraiment, hein, direct. Il n'y a même pas de négociation ou quoi que ce soit. Tout de suite, Manfred, il fait « Ok, vous êtes engagés. » Voilà, très bien, parce qu'avoir un tueur et un gars motivé pour nous protéger dans les terres arides, pas de problème. C'est pas la puissante magicienne d'Améthyste, cette comtesse. Alors non, la comtesse Emmanuelle a comme servante Elspeth von Draken, celle qui tuera Tamurkhan, celle du DLC. Mais Elspeth von Draken n'est pas la comtesse Emmanuelle, attention. C'est deux personnages différents. Elles se ressemblent beaucoup en termes de lore, mais c'est pas les mêmes. Les humains et leurs dieux, faites comme les nains. Ouais, super. Gotrek a dû penser qu'il aurait dû demander plus, c'est ça. Bonjour, je suis, vous êtes engagé. C'est littéralement ce qui se passe, hein, dans le roman. Donc, après cet échange, ils vont ressortir, prêts à partir. Ils vont se faire donc engager en tant que mercenaires. Dieter, donc, je remets en place les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Dieter, c'est le capitaine des gardes, l'archer. Et Manfred, donc, le gars... C'est louche. Non, parce qu'il a un nom quand même louche, Manfred, qui est le neveu du baron. On n'a pas encore rencontré le baron à partir de là. Mais, lorsqu'ils sont sortis de la roulotte et commencent à s'installer dans le convoi, Manfred revient voir Félix. Il revient voir Félix, et il y a une espèce de connexion entre deux, très rapidement, parce qu'il reconnaît un peu les atours de Félix. Félix, il y a quand même un certain standing de tenue. Hein. Il a une façon de parler aussi qui est très 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 Aldorfienne. Et les deux personnages en fait vont comprendre que tous les deux sont auteurs.
Alors Félix va se présenter en tant que Félix Jäger, le auteur connu, un petit peu dramaturge, en tout cas poète d'Aldorf, mais aussi Félix va reconnaître, excusez-moi, hop, il va reconnaître Manfred von Diel, parce que c'est le neveu du baron, donc il a aussi le nom Van Diel, c'est un noble, et il va même se rappeler que Manfred von Diel était connu à Altdorf, alors qu'il est loin, il est de Nuln, hein. Il était connu à Altdorf, mais il était connu d'une façon à avoir une réputation où Manfred von Diel est un poète, un dramaturge, et lui vraiment un dramaturge, brillant, très doué, mais qui était un petit peu étrange. Car ce qu'il a fait connaître, c'est le roman Les Fleurs étranges, une histoire sordide d'une femme noble qui sombre dans la folie quand elle se rend compte qu'elle devient mutante. En gros, son roman est connu comme étant brillant, mais blasphémateur permanent. C'est louche. Encore une fois, je vais le mettre souvent, le c'est louche, ce soir. Voilà. Pas du tout suspect. C'est ça. Donc, on va rigoler. C'est pas le genre de truc qui t'envoie au bûcher. Peut-être pour ça qu'il y a un petit rapport avec les îles. On va essayer de voir ça. Defcom 2. Ça commence à monter. C'est juste une coïncidence. Tout à fait patient. Mon clip sur une autobiographie, j'appelle le réplicateur. Tout va bien. C'est le Baudelaire version Warhammer. Un peu. Et donc, ils aperçoivent assez rapidement le baron Van Diel avant le grand départ. Et le baron Van Diel est décrit comme un vieil homme un peu abîmé par l'âge, qui a une voix très cassée un petit peu, et qui a une héraldique de loup hurlant sur lui-même, et que tout le monde, toute sa caravane, le porte. Donc, il est à peine aperçu, le baron n'est pas trop introduit pour l'instant, mais on reconnaît quand même que c'est bien lui qui dirige le convoi, même s'il a l'air très ancien et très fatigué. Mais c'est L. Johnson. Non, là, compliqué pour... Ne parlez pas du lion comme ça, s'il vous plaît. C'est pas moi, c'est une secrétaire, c'est ma secrétaire qui a mis ce pamphlet dans ma poche, c'est ça. Très bien. Et donc, le roman va avancer très rapidement. En tout cas, en termes de timeline, ça va avancer. Encore une fois, rappelez-vous que là, il quitte le hameau en bordure de principauté. Il le quitte en hiver. D'accord ? Il le quitte après ou au milieu de l'hiver. Parce qu'on a de la neige, on a une décoration très grisâtre, très froide en tout cas. Et le chemin qui va être parcouru par ce convoi, eh bien, c'est à peu près jusqu'à la moitié de ce chemin. À peu près. Ça va très très loin vers le sud, hein. Ça descend beaucoup. Et le convoi va donc traverser une grande parcelle de territoire des principautés frontalières. Ça va durer un bon moment. Hein. Lion avec une tête de loup, hérésie, c'est ça. Alors, bien sûr que des semaines passées au nord des terres arides, tu te fais attaquer. Évidemment, tu te fais attaquer, même si tu es un convoi. Mais le convoi est militaire, comme je l'ai dit. Il y a plus d'une centaine de personnes dans ce convoi. Vous avez à la fois des chevaliers, vous avez des soldats en armes, et vous avez des civils. Plus Gotrek et Félix. On nous résume assez rapidement que plusieurs semaines passeront et qu'il y aura beaucoup d'attaques de chevaucheurs de loups. Les chevaucheurs de loups, ce sont une des factions, entre guillemets, des peaux vertes. Les peaux vertes, donc les orques et gobelins, qui sont des créatures faites pour la guerre, hein, dans ce monde-là, qui sont des espèces de pillards, bourrins. Ils ne servent pas le chaos en lui-même et la corruption, ils sont juste là pour la baston. Et ce convoi se fera énormément harceler par des grobis, c'est l'autre nom des gobelins, montés sur des loups. Donc des attaques plutôt sporadiques et rapides. Et surtout, vers la fin de leur avancée de plusieurs semaines, eh bien, le chef de ces gobelins qui était monté sur loup se fera tuer. On nous explique qu'il a été tué il y a à peine quelques temps par Dieter, donc l'archer qui accompagne, enfin qui est le capitaine des gardes, déstabilisant complètement la horde qui leur courait après. Attention, hein. Attention,
ils ont quand même perdu des gens. C'est pas parce que c'est juste des gobelins que c'est pas dangereux. Hein. Là, ils ne sont qu'un tout petit convoi, même s'ils sont plusieurs centaines, enfin une bonne grosse centaine. Illustration de boîte, oui, j'ai mis les officiels aussi. Même s'ils sont une bonne centaine d'humains, ça ne suffit pas à survivre dans les terres arides, donc ils ont perdu quand même du monde. Je passe en coup de vent, pas de soucis, let's sky. Faut pas oublier que c'est des humains nuls. Alors pas vraiment, hein, ce sont des soldats quand même, hein, ce sont des soldats. Il y a quand même des chevaliers au milieu, hein. Il y a des chevaliers de la maison Vandiel, hein. Donc c'est quand même pas n'importe quoi le convoi. Bien sûr, pendant le voyage, vous imaginez bien, évidemment, qu'il y a, il y a du rapprochement entre, bien sûr, Kristen et Félix. Hein. Il va très vite essayer de repérer sa roulotte pour être à côté le forceur. Quelle horreur. Les fleurettes sont comptées, c'est ça. En gros, il va se rapprocher un petit peu de Kristen. Et grâce au rapprochement qu'il y aura avec Kristen, ils vont aussi rencontrer sa maîtresse. La maîtresse de Kristen s'appelle Frau Winter. Alors, Frau, hein, dame. Frau Winter. Elle a dans la quarantaine d'années, elle a une certaine classe, même du point de vue de Félix, alors qu'il sait que c'est une magicienne. Et cette magicienne va toujours un peu avoir l'œil sévère, mais jamais trop dur. Elle est très peu parlante avec les mercenaires ou quoi que ce soit. Elle sert de conseiller au baron, bien sûr. Mais on comprend aussi quand même qu'elle a beaucoup d'intérêt à protéger les habitants et le convoi, les gens en fait qui suivent le baron. On va la représenter aussi un petit peu comme une soigneuse. Elle sait soigner parce qu'ils ont au milieu de leur convoi un certain docteur, le docteur Stockhausen. Stockhausen, bon, je n'ai pas fait son image parce qu'il est à peine mentionné le docteur, mais on sait qu'ils ont un docteur, mais qu'elle a de la science de médecine et qu'elle aide et supplante, pas supplante, mais qu'elle additionne son savoir à celui du docteur, soignant le plus possible de gens. Parce que les gobelins qui les attaquent utilisent des flèches empoisonnées pour attaquer sporadiquement et donc blesser suffisamment pour revenir plus tard. Et que ce qui est un peu chiant, c'est que le docteur s'intéresse beaucoup plus aux nobles qui sont dans le convoi que elle ne s'intéresse aux gens qui protègent le convoi. Bonne vieille quête d'escorte, voilà. Pour blesser plus facilement, c'est ça exactement. Sur un 6, ouch, c'est ça. Le convoi va donc continuer en direction du sud. Jusqu'à ce que le convoi passe devant une grande cité. Une grande cité fortifiée, possédant des murs. Et vu qu'ils sont quand même une bonne centaine, avec des militaires, le baron va envoyer quelqu'un aux portes de la ville pour demander asile, vu qu'ils sont exilés. C'est une cité fortifiée, ça donne quand même envie de s'installer dedans, sachant que le reste ne s'appelle pas les terres arides pour rien. Les principautés frontalières sont extrêmement éparses. Une ville fortifiée, après plusieurs semaines de voyage, ça donne envie. Face à eux, il ne s'agit ni plus ni moins que de la cité d'Ackendorf. Ackendorf, donc la cité, entre guillemets, l'une des plus grosses cités fortifiées qu'il y a au nord des terres arides, dans les principautés frontalières. Ça peut être un super point pour s'installer et avoir des bonnes protections. Bien évidemment, qui est envoyé pour aller parlementer au gars des portes. Les magiciens, ils sont pas mal vus dans le vieux monde. Alors non, Énéric, à cette époque, il y a les collèges de magie. Hein, et vraiment, elle est même d'ailleurs présentée comme une magicienne. Et donc quelqu'un qui a étudié la magie. Et pas un chaman ou une sorcière. En effet, Torek, celui qui est mentionné pour y aller, c'est Félix. Il y a du lore sur la ville là. Alors non, il y a vraiment en plus Ackendorf nous est présenté un peu comme une petite cité alors qu'Ackendorf c'est quand même assez gros. C'est Félix qui est envoyé aux portes. Il va demander un drapeau blanc, il va y aller à cheval et lorsqu'il va arriver à la portée des portes, il va se faire tirer dessus. Il se fait tirer dessus à l'arbalète. Alors attention, en mode coup de semonce, il se fait tirer dessus au pied de son cheval et il va presque être désarçonné par la panique de son cheval, mais il va réussir à le maîtriser. Et les hommes au-dessus de la porte vont le menacer en lui disant « Vous n'êtes pas les bienvenus,
Vous êtes une vingtaine de chevaliers, plus de 50 hommes d'armes et plein de civils. Non, on ne veut pas de vous, vous êtes trop dangereux. Félix va tenter de négocier, mais attendez, on a des civils, on a des enfants, on a des blessés. Ouvrez-nous vos portes, au moins pour la nuit. Et les gardes vont les envoyer bouler. RAF, rien à foutre, en leur disant on ne veut pas d'étrangers dans Hackendorf. Et surtout, en fait, Félix comprend qu'ils ne veulent pas une puissance militaire qui pourrait peut-être s'imposer à l'intérieur de la ville. C'est pas très gentil, hein, complètement. Et donc, renvoyé boulet, les gardes vont quand même lui dire un petit peu vous êtes dans des terres inoccupées, il y a des forts abandonnés un petit peu au sud, démerdez-vous, dirigez-vous vers les forts occupés et inoccupés et installez-vous là-bas, mais à Hackendorf, on n'a pas la place, dégagez. Donc bâtard plus 30% confirmé, c'est ça, dégage paysan, un petit peu. Typical des Zungi, ouais, c'est ça, c'est pas très gentil. Donc Félix va revenir bredouille sans l'autorisation de rentrer en ville. Il y aura un espèce de conseil fait par les dirigeants, où Félix d'ailleurs est convié. Il y aura Fro Winter, il y aura Dieter le militaire, l'archer, il y aura bien sûr Manfred Van Diel, le neveu du baron. Le baron sera là. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, sans compter Félix bien sûr qui est ici. Je juge pas, j'aurais fait pareil, au secours. Et donc une décision va devoir être prise. Où peuvent-ils aller? Ils pensaient trouver refuge en Hackendorf, on leur refuse l'entrée. Ils ont le choix de partir vers l'ouest. Vers l'ouest s'étendent les principautés frontalières avec énormément de petits forts, de petites cités ultra défendues parce qu'elles sont très isolées. Et le baron et Dieter expliquent que Hackendorf est certes une grosse cité, mais elle a peu d'hommes pour la défendre parce qu'elle a des bonnes murailles. Donc il pourrait peut-être tenter de la prendre par la force. Donc imaginez, avec 150 hommes, il se dit qu'il a la place, il peut tenter de prendre Hackendorf, mais qu'ils vont y laisser trop de plumes et que de toute façon, ça se fait pas de prendre la ville par la force. Donc il y aurait la possibilité de partir vers l'ouest. Partir vers l'ouest, ça serait s'approcher des endroits les plus fortifiés qui vont très certainement les accueillir comme cet endroit et qui n'auront même plus l'occasion de pouvoir les prendre par la force. Donc ça a l'air un petit peu moyen. Du côté de l'est, vers les montagnes, on sait qu'il y a les nains, il y a des nains, mais directement ils annoncent que non, les nains nous ouvriront jamais leurs portes, jamais ils s'intéresseront à l'avenir des humains, en tout cas d'exilés. De plus, se diriger vers les montagnes, c'est se diriger vers les endroits où grouillent les orques, vu que même les humains exilés du Wissenland savent que des forteresses naines sont tombées dans les montagnes du bord du monde. Derrière, il reste le sud. Mais cependant, vers le sud, il y a quelque chose que les gardes ont aussi hurlé à Félix avant qu'il parte. Si vous partez vers le sud, n'approchez surtout pas des collines Gestenmund. Gestenmund, voilà. Elles seraient hantées. Donc, soit errer vers la mort dans l'ouest, soit se diriger vers l'est dans les montagnes et les peaux vertes, soit se diriger vers le sud en essayant d'éviter les montagnes, les collines hantées. Hérésie plus de sang, c'est ça. Et donc, il y a un peu une tension dans le conseil. Les collines hantées, j'ai la ref. Merci Toto la Malice, merci beaucoup pour le follow. Oui, comme 60% du vieux monde, ils sont hantés, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la forme de la colline. Non, rien à voir. Et la décision sera prise par le baron lui-même de se diriger vers le sud et de simplement longer les collines, donc de se rallonger un petit peu le chemin, de passer un petit peu loin des collines pour pouvoir éviter cela. Par contre, certains des membres du convoi et le membre qui a l'air de très bien connaître ça, eh bien c'est... Attention, qui c'est qui connaît très bien l'univers hanté de cet endroit? Hein? Qui c'est? Eh bien non, vous avez tort, c'est Dieter. Eh ben non, c'est le trappeur. C'est le chasseur. Vous y avez cru, hein? Vous y avez cru. Donc, on raconte que
ces collines ne sont pas hantées par n'importe quoi. La légende a été déjà connue même par les humains. Ce seraient des sorciers bannis de Bretonie, des nécromanciens et des morts ranimés qui s'y cacheraient, mais que ce territoire aurait été protégé, scellé même, par les nains. En expliquant ça, donc que le territoire est hanté par des nécromanciens et des morts vivants, mais que les nains ont protégé l'endroit, eh bien, bon, ça glace un peu l'ambiance, hein, je vais pas vous mentir. Cependant, il y en a un qui est motivé et qui est le seul à annoncer à ce moment-là, alors que tout le monde se dit, bon, bah, on se dirige vers des morts vivants, super. Le seul qui a une réaction intéressante et qui d'ailleurs le dit devant tout le monde, eh bien, c'est Manfred. Manfred qui dit, ah, eh bien, ça me fera de l'inspiration pour ma prochaine pièce et je l'appellerai Le Retour des Morts. C'est louche. Mais putain, il y a un copyright sur ce titre. Putain. Il est rigolo lui, hein. Ah ouais, je l'aime bien Manfred. Manfred Romero, ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Méfie-toi du dramaturge. Il ne nous aide pas à le réhabiliter, le Manfred. Hein. Ouais, j'avoue, hein, j'avoue. J'ai fait un rêve étrange et pénétrant. C'est un Lamia, c'est pas possible. C'est à peu près ça. Et donc, ils vont se diriger vers le... Ils vont se diriger vers le sud. Ils n'ont pas vraiment le choix. Et ils vont s'installer non loin des collines pour les contourner. Bien sûr, ça ne se fait pas en une seule journée. Il faut qu'ils les contournent sur plusieurs jours. Et en avançant encore un peu dans la timeline, parce que c'est un résumé quand même, eh bien, il y aura un nouvel échange lors d'un campement. Il y aura un nouvel échange entre Félix et Manfred. Parce que ça reste des auteurs, tu vois. Félix, il le trouve un peu bizarre. Hein. Il dit, ouais, bon, pas génial, ta réputation est pas géniale, mec. Mais ça reste un exilé. Quelqu'un qui a une certaine prestance, qui sait bien parler. Félix se rapproche un petit peu de lui. Il le comprend. Il arrive à comprendre un petit peu ça. Et Félix va lui poser la question. Excusez-moi, mais on en entend parler depuis des semaines. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que la malédiction d'Evandiel, la malédiction de votre oncle? Et donc, Manfred va expliquer qu'est-ce que c'est que la malédiction d'Evandiel. Manfred va lui expliquer que son grand-père exécutait beaucoup de sorciers. Je vais arrêter de faire les sélouches. Son grand-père a buté bon nombre de sorciers. Bien évidemment, lorsqu'il s'en est pris à une sorcière, la sorcière qui s'appelait Irina Trask, il l'a foutue au bûcher, et lorsque le grand-père de Manfred l'a foutue au bûcher, elle a maudit ses descendants. Elle a maudit tous les Vandiel en mourant. Quelques semaines plus tard, le grand-père Vandiel a été buté par des hommes bêtes. Pourquoi? Parce que Irina Trask a hurlé et maudit que les enfants du chaos détruiront les Vandiel. Les Vandiel, pardon. Le grand-père est buté quelques jours après par des hommes bêtes. Bon, ça sent un petit peu que la malédiction a frappé. Sa succession sera disputée. L'aîné va hériter. Cependant, l'aîné va se faire déposséder par son petit frère, enfin ses deux petits frères. Il va se faire déposséder, il va se faire jarter, il va même, apparemment, on raconte qu'il serait parti au nord, appelé par le chaos ce grand frère, ou qu'il aurait été tué, tout simplement. Et que le père donc de Manfred épousera Katharina von Wittgenstein, je ne sais pas comment on le dit en allemand. Alors, attendez que je me gourre pas. Tac, 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 tac. Oui, c'est ça. Et l'oncle de Manfred, donc, va devenir capitaine des armées. L'oncle de Manfred, qui est donc l'un des petits frères,
l'un des deux petits frères, vu qu'il n'a pas épousé la fille, lui, eh bien, il va devenir capitaine des gardes. Chose intéressante, la fameuse Katerina qui épouse le Manfred, Félix a direct un tips. Il dit, attends, von Wittgenstein, oula, c'est une famille à sombre réputation, ça. C'est louche. Donc on a un mec qui a doublé son grand frère pour avoir le pouvoir avec son petit frère, qui a épousé une famille à mauvaise réputation. Ok. Bien évidemment que la mère de Manfred meurt en le mettant au monde, et le père de Manfred, donc celui qui a usurpé la place, disparut subitement quelques jours après. Tiens. Et donc, eh bien, c'est l'oncle de Manfred, celui qui était anciennement capitaine des gardes, le dernier des frères Van Diel, Gottfried, donc, qui deviendra baron. Et Manfred conclura juste... Félix va lui dire, attendez, mais votre père, il a disparu subitement comme ça. Et Manfred va dire, ouais, subitement. Du jour au lendemain, mon père a disparu. Et il conclura par, ce n'est seulement des années plus tard que j'ai appris la vérité. Et au moment où il commence à dire ça, que Félix voudrait en apprendre plus, il y a Frau Winter qui va passer à côté d'eux, la magicienne, et qui va un petit peu sèchement parler à Manfred en lui disant, je ressens un danger vers une grotte plus haut. Tenez-vous en alerte. Et elle va repartir coupe en court un peu à la discussion. Félix voit un peu qu'elle a l'air de pas du tout apprécier Manfred. Il regarde un peu Manfred de 2 secondes, Félix. Et Manfred lui explique, non mais elle me hait. Elle me déteste. Alors, la légende veut que c'est parce que j'ai utilisé cette femme pour m'inspirer d'un personnage insupportable dans un de mes romans. Mais tu comprends en fait que très rapidement il lui dit la vérité. Elle, Frau Winter, elle est Manfred Van Diel parce que son oncle, Gottfried, vient de le nommer, lui, Manfred, le successeur, l'héritier du baron. Cependant, Frau Winter, elle n'était pas d'accord. Elle pensait que ce titre devait revenir à Dieter. Donc Dieter, l'archer, je vous ai dit, le grand archer, le capitaine des gardes, parce que c'est son fils, à la magicienne, mais que c'est aussi le fils illégitime de Gottfried. Donc ça veut dire qu'elle bang, elle a bangé le baron. Donc tu vois bien l'ambiance politique qu'il y a et la tension un peu qu'il y a dans le campement. T'as fait des arbres généalogiques? Alors non, je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps encore. Bonne ambiance, ouais, grosse bonne ambiance. Donc on a un neveu qui a l'air un peu pété du casque, qui parle de malédiction de la famille. On a un capitaine des gardes qui a perdu son statut d'héritier parce que c'est un fils légitime. On a une magicienne qui déteste le futur héritier. On a un baron qui a trahi son frère et qui semble lui aussi maudit. Voilà, ça pue un peu, tu vois, ça pue un peu. Heureusement, au milieu de tout ça, on a le rapprochement encore plus grand de Félix et de Kristen. Ils échangeront un petit peu sur leurs origines. Félix expliquera qu'après le scandale de son duel, vraiment, il était au plus bas. Il a dormi dans la rue. Félix, vraiment, il avait tout perdu après l'accident de son défi. Et que c'est Gotrek, vraiment, qui l'a sauvé, en fait. Ça va rapprocher un petit peu les sentiments que Kristen a envers Félix. Et elle ouvrira complètement un petit peu son petit mutisme qu'elle gardait, que Félix se doutait un petit peu depuis le début. Et elle va lui expliquer en fait que la malédiction ne fera pas seulement la famille, mais elle frappe aussi ceux qui les accompagnent. Et elle le sait très très bien, parce que ses sœurs et ses parents sont morts lors de l'avalanche qui a frappé le convoi l'hiver dernier. Et déjà Félix va être mentalement ultra triste par rapport à la malchance qu'a de Kristen. Imaginez, c'est la seule survivante de sa famille, tout simplement parce qu'elle était dans la roulotte de la magicienne et pas dans l'arrière du convoi. Et malgré ça, malgré l'horreur qu'a vécu Kristen, Félix remarquera qu'elle continue de sourire
et qu'elle voit un petit peu même les façons d'une manière assez relative, parce qu'elle dit « J'ai perdu peut-être ma famille, mais je suis allé au plus loin que ma famille n'est jamais allée. Je voyage au-delà de l'Empire. Jamais ma famille n'est allée aussi loin. Et je suis quand même toujours chanceuse d'être toujours en vie. » Quel accident pour Félix lors d'un duel. Il a tué quelqu'un lors d'un duel accidentellement. Et la plus grande chance qu'elle dit et qu'elle conclut dans ce voyage, ça a été de rencontrer Félix. Et là, tout simplement, la soirée se terminera, malgré le fait que je le rappelle qu'il y a un soupçon de mort-vivant dans les collines au loin. La soirée se finira par du bang de Félix et de Kristen. Vous pouvez seber pour les bangs, bien sûr, parce que ce n'est que... Voilà, hein, voilà. GG Félix, bravo. Bravo, 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 bravo. Comme quoi, on peut baiser n'importe où dans le monde de Warhammer. Et Gotrek qui regarde. Alors vraiment, encore une fois, Gotrek est très très peu présent pour l'instant dans ce chapitre. Mais j'aime beaucoup ce fait que ça se concentre beaucoup plus sur Félix. Non, mais c'est l'allégorie de la vie qui lutte contre la non-vie. Ah non, c'est du cul. Dessin en IA, bah elle a pas voulu l'IA non plus. Est-ce qu'on va faire un compteur de bang de Félix? Le fanart que t'as fait, il est où? Ah oui, c'est ça que j'aurais dû faire en dessin. Oh non, ça serait pas passé. Non, ça serait pas passé. Ah là 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 là. Un peu d'amour dans le vieux monde, c'est quand même beau. Bah oui, parce que ça montre que voilà, c'est faisable, quoi. Utilise quel site pour l'IA, j'aime bien. C'est Copilot qui est gratuit. Donc voilà, c'est le rapprochement officiel et donc le couple Kristen-Félix qui naît cette soirée-là. Cependant, on est dans le monde de Warhammer. N'oublions pas qu'on est dans un monde de merde. On est dans un monde de merde. Félix, après avoir passé une bonne moitié de la nuit avec Madame Kristen, va retourner à son chariot légèrement décoiffé. Gotrek l'attendait là-bas et va lui dire je sens que ça pue, tiens-toi aux aguets. Moi je vais me... Enfin, toi va te coucher, je monte la première garde. Il a récupéré tous ses PV, on va dire ça. Félix, qui a donné de sa personne, va s'endormir. Et au milieu de cette nuit-là, Gotrek va réveiller Félix. Partout autour d'eux, dans le convoi, alors qu'ils sont aux abords de ces fameuses collines, un brouillard surnaturel a envahi l'endroit. Il y a un sentiment de froid et de peur, comme si Félix avait les poils dressés dans sa nuque, sur ses bras. Il a une tension, on l'a tous eu, hein, vous savez, cette tension dans le bas du dos qui te monte jusqu'à la nuque. Félix se dit putain mais qu'est-ce qui se passe? Il prend tout de suite sa rapière et Gotrek même semble avoir les poils qui se hérissent et une tension comme s'il reniflait le moindre morceau d'air autour de lui. Gotrek va lui dire bien évidemment c'est un tueur, je sors, je vais voir ce qui se passe. Félix essaie de faire attends laisse-moi pas tout seul, je viens avec toi, mais il va le laisser le laisser partir quelques minutes en avant. Hésitant, jusqu'au moment où il va dire non, il faut que j'y aille, il faut que je sorte aussi, Kristen était en danger. En sortant de sa roulotte, Félix va errer dans le brouillard autour de lui et va tomber sur un des gardes qui lui tourne le dos, un des gardes du convoi, et va un petit peu flipper 2 secondes. Il est mouru déjà, ah oui, il est tombé raide dingue. Et il va se dire putain bon c'est bon, il y a un garde dehors aussi, tout va bien. Et le garde va se retourner. Et ça sera la panique. Ce n'est pas un garde, c'est un mort-vivant. Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! Félix, pendant une seconde, va hésiter, va avoir toutes les émotions de la mort qui est face à lui, mais va pas se démonter et va charger le mort-vivant. Si, c'est un garde des cryptes. Bien joué, bien joué, bien joué. Vous savez, mauvaise mine, dites donc.
Et une énorme baston va exploser à ce moment-là, en pleine nuit. Parce que bien sûr, il n'y aura pas qu'un seul mort-vivant, il y en aura plusieurs dizaines. Je crois que vous avez oublié de mettre vos yeux, c'est ça. Un Hugo Décrypte, ça ferait ça. Après la petite mort, la mort. Il va y avoir une bataille assez... une escarmouche assez intense quand même. Il va y avoir des morts, hein, bien évidemment, dans la caravane, mais des PNJ, entre guillemets. Et surtout, les morts vont s'agglutiner au niveau de la roulotte où il y avait Kristen et Frowinter. Et Frowinter va carboniser les morts-vivants à coups d'éclair. On va voir la puissance de Frowinter lors de cette embuscade qui va carboniser des dizaines de morts en quelques sortilèges. Gotrek va se faire un plaisir incommensurable à balancer des morts-vivants sur les autres et à tâter de sa hache de partout. Tandis que Félix va démontrer un petit peu sa puissance hein, on va dire de bretteur durant le combat. Il va combattre même dos à dos avec Dieter pendant quelques temps, donc le capitaine des gardes, jusqu'à ce qu'il soit séparé et qu'il se retrouve tout seul. Et c'est là que pendant cette bataille va se passer un tout petit moment qui dure que quelques secondes, mais qui est à préciser. Parce que je vous ai pas dit quelque chose. Mais au milieu des gardes, du convoi, ont été aussi engagés les 3 trappeurs. Les 3 trappeurs qui s'appellent F, Lars et Kell, ils ont aussi été engagés. Et à ce moment-là, le trappeur qui avait les dents brisées depuis plusieurs semaines et qui a encore certainement mal aux couilles, plaquera Félix en pleine bataille et tentera de le planter, tentera de le tuer. Et il va mourir comme une merde lorsque Félix va lui planter sa dague dans la gorge. Voilà. J'avais oublié de le préciser, pardon. C'est dommage, hein, mais bon, voilà. C'était juste pour vous le rappeler. Également, durant la baston, Gotrek va se faire, il va se faire un petit peu maîtriser par quelques morts, il va se faire un petit peu entasser, et c'est Frowinter qui va le sauver. C'est la magicienne, alors que Félix arrive pour tenter d'essayer de l'aider, c'est la Frowinter qui va zap directement dégommer des morts vivants. Gotrek va donc ne pas mourir face à une multitude de petits morts grâce à l'assaut de cette magicienne, et il y aura un signe de remerciement de Gotrek à Frowinter. Le nain va remercier la magicienne. Ah, je pose ça là. Hein. Je pose ça là. Respect plus sain, exactement. Il est civilisé, Gotrek. Premier merci du nain, c'est ça. Clin d'œil du swag, tout à fait. C'est pas honorable comme mort. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et lui éviter une mort pas top, elle mérite. C'est vrai, c'est vrai. C'est une roue infernale avec le zap, c'est ça. Le prochain dans 5 livres. Il devait être contrarié d'avoir été sauvé. Alors c'est ce qu'on dit en fait, Saul, c'est qu'il cherche la mort la plus glorieuse. Mourir comme une merde par des dizaines de petits morts, ça l'intéresse pas. Il veut tuer du gros, lui. Bien évidemment, l'attaque des morts vivants va être repoussée. Elle va être repoussée, et le lendemain, c'est Gotrek qui va venir annoncer à Félix, et seulement à Félix apparemment, que il a pourchassé un petit peu les morts qui avaient reculé et avaient reflué vers les collines après l'assaut manqué au final. Certes, ils ont tué quand même pas mal de monde, mais c'était entre guillemets que des PNJ. Ils ont quand même tué des civils, hein, un petit peu de civils. On comprend qu'il y a des enfants qui sont désormais orphelins, ce qui est toujours jamais bien très très drôle. Mais c'est surtout que Félix comprend par les mots de Gotrek que les runes des cavernes qui protégeaient les morts, qui empêchaient les morts de sortir, qui protégeaient le monde des morts, pardon, et qui empêchaient les morts de sortir, ont été brisées, ces runes, de l'extérieur. Les runes des nains ont été brisées de l'extérieur, et apparemment, il n'y a pas longtemps. C'est louche.
vandalisme. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après cette maudite aventure, le voyage va reprendre. Il était où, Manfred? En train de combattre? Tac. Je t'avais envoyé le MP, ta gueule c'est magique, tu l'as ou bien? Ouais, mais je l'ai pas mis. Y a pas un type avec un nom de nécromancien dans le lot, non? Même pas, vous verrez bien. Vous verrez bien. Alors, le voyage va continuer en direction du sud. Le récit reprendra plusieurs jours après cette descente toujours vers le sud, après avoir dépassé ces fameuses collines maudites, où Gotrek va pendant un temps être très pensif et admiratif vers l'est, ce qui va un petit peu intriguer Félix, lui demandant mais est-ce que ça va Ils sont sur la même roulotte que Kristen, qui maintenant ne lâche plus du tout Félix, hein, ils sont vraiment en couple. Vous avez Félix, à côté de lui Kristen, et encore à côté d'elle Gotrek. Et Gotrek va s'ouvrir un petit peu, en ayant ce regard très perdu vers le lointain, vers l'est, alors qu'ils descendent vers le sud. Et il va leur expliquer que loin, à l'est là-bas, il y a le pic éternel, il y a Karazakarak, la capitale des nains, sa maison. Et tout d'un coup, Gotrek, il a l'air ultra morose, et il explique tout simplement que plus jamais il ne pourra y retourner. Et ça lui mine l'esprit, ça lui mine le moral. Et la personne qui va essayer de réconforter Gotrek, et que Gotrek d'ailleurs va accepter ce réconfort, même sans rien dire, c'est pas Félix, c'est Kristen. Kristen qui va, voyant le nain triste, va lui mettre sa propre cape du Stirland que lui a donné Félix sur le dos. Elle va lui recouvrir un peu les épaules et va un petit peu le serrer dans ses bras. Et Gotrek va se laisser faire, acceptant le réconfort. Entre exilés, exactement. C'est un moment super mignon et super beau où tu comprends que même Gotrek apprécie Kristen et où Kristen a encore plus d'empathie avec les persos qui l'entourent. Vraiment, c'est un moment qui est très, très, très beau. Putain, c'est beau. C'est à peu près ça. Il a un cœur. Ouais, tout à fait. Il a un cœur, même si c'est un nain, que voulez-vous. Et enfin, le voyage va finir par s'arrêter. Un tueur chiffre molle. Ah bah super. Gotrek, tueur chiffre molle. Voilà, vous retenez Arvedin, ce qu'il a dit. Un beau trouble, c'est à peu près ça. Et le voyage va enfin s'arrêter plusieurs jours encore après, où il y a beaucoup moins d'attaques, bien évidemment, depuis que les morts-vivants les ont attaqués. Les Peaux-Vertes semblent avoir stoppé les attaques. En même temps, ils ont tué leur chef, le convoi. Et donc, on va comprendre qu'ils se sont enfin installés. Le convoi s'est enfin installé dans une espèce de fortin abandonné. Alors j'ai essayé de le représenter en IA, mais bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, vous aurez un truc comme ça. Ils se sont installés dans un espèce de fortin abandonné. Alors, ce qui est pas très très rassurant, c'est que le fortin abandonné, ils y ont trouvé des corps massacrés par les Peaux-Vertes, très certainement, ils ont trouvé des armes. Mais les hommes du baron ont décidé de s'y installer parce qu'il était inoccupé. Il avait une base de fortification très 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 lambda, très 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 sporadique, mais ils vont décider de rester ici. Et Félix va faire son possible, toutes ses négociations possibles pour qu'il reste le plus longtemps possible, lui et Félix. Enfin, Félix et Gotrek. Parce que Félix se rend de plus en plus compte qu'il ne veut pas laisser Kristen. Il veut être avec elle. Mais aussi, il tient aux gens qui sont autour de lui. Même si la famille Von Diel, ils sont un peu bizarres et que les dirigeants sont un peu chiants. Enfin, en tout cas, ils se tirent la bourre. Les gens qui sont dans le convoi, ils ont un lien avec eux. Et Félix va rallier encore une fois Gotrek à son camp en disant « Ouais, mais regarde, on va pas les abandonner là, il n'y a pas de fortification, les ennemis peuvent retomber d'un moment à l'autre. S'il te plaît, aide-les à construire des fortifications qui valent le coup. » Gotrek va dire, mais pourquoi je ferais ça? Parce que t'es un nain. Les nains sont bons dans les défenses, sont bons dans les fortifications, sont intelligents, sont doués. Aide-nous. Il va un peu le flatter, mais il va aussi dire des vérités.
Et Gotrek, qui est pas dupe, hein, bien sûr, va lui dire, alors ok, d'accord, je veux bien encore rester quelques semaines, on leur explique comment faire des fondations, des fortifications, mais ne me prends pas pour un con, il va pas nous payer plus, il a déjà du mal à payer ses propres troupes, le baron, mais surtout, j'ai bien compris pourquoi tu veux rester, tu t'es entiché de la fille, et tu t'es entiché de Kristen. Et derrière, Félix va rougir et faire « Non, c'est pas vrai !» Voilà. Mais en tout cas, ils vont rester quelques semaines, jusqu'au temps où eh bien, les fortifications seront réalisées. Lorsque les fortifications seront dressées, il y aura une tour de garde, des portes fortifiées. Alors par contre, c'est que du bois, hein. Les fortifications, on comprend bien que c'est des bois et pas des pierres ou quoi que ce soit. Il y a également des fossés, il y a des épieux par les conseils de Gotrek pour vraiment fortifier l'endroit et le rendre défendable et habitable, même avec une centaine de personnes pour le protéger. Plusieurs jours encore vont passer, etc. Et on va avoir le moment où Félix va se réveiller à côté de Kristen. Il sait que ça va être... Enfin, il sait que c'est la nuit. C'est le début de la nuit, mais voilà, il s'est couché, il s'est endormi à peine, il s'est réveillé. Et il va se lever. Félix, il va laisser Kristen en essayant de ne pas la réveiller dans le manoir central, hein, qui appartient donc aux nobles et à leurs servants, où Kristen, donc servante de la magicienne, est à l'intérieur, et où lui, Félix, va parce qu'il est avec Kristen. Il va ressortir. Est-ce qu'on sait ce que Gotrek a... On sait ce qu'était Gotrek avant de faire le Saventure? Bah non, pas encore. C'est pour ça que je respecte l'organigramme du roman. Et Félix, en fait, va se diriger vers la tour de garde au début de la nuit. Parce qu'il sait que Gotrek est là-bas. Il monte la garde. Et ça fait plusieurs jours qu'il le pense. Mais il se dit, ben, je vais avouer à Gotrek que je vais le laisser là. Moi, je veux rester. J'aime Kristen, je veux rester avec elle. La vie de paysan exilé me va très bien. Les terres sont cultivables enfin, à l'intérieur même des murs. On a un accès à l'eau. On est certes des exilés seuls dans notre monde, mais ça peut le faire. Bon, je vais me faire traiter de tous les noms. Gotrek va pas aimer ça. Il va m'appeler briseur de serment. Il va peut-être vouloir me tuer. J'en m'en fous. Mais je veux lui avouer que je ne veux pas... je ne veux plus le suivre. Je veux rester là. Il va arriver au pied de Gotrek, enfin au pied de la tour. Il va monter. Et lorsqu'il va arriver à côté de Gotrek, il va pas arriver à lui parler. Il va pas arriver à lui dire ses sentiments. Et il va simplement lui dire, bon, j'aurai un truc à te dire, mais demain. J'espère juste en tout cas que... Il va le remercier en disant, bon, bah, j'aurai un truc à te dire, mais c'est pas important, ce sera pour demain. Merci Darth Maul pour le 37e mois de sub. Et il va lui dire, bah, en tout cas merci Gotrek, merci d'être resté, c'est gentil. T'as pu fortifier les lieux, t'as participé, c'est super sympa. On peut compter sur toi. Et Gotrek va lui faire, ouais, eh ben, j'espère que en tout cas, ça a marché parce qu'on va pas tarder à tester leur efficacité. Et puis il va lui montrer la plaine. Et de l'autre côté de la plaine, approche une armée de chevaucheurs de loups. Une armée. Plusieurs centaines. Et c'est là que la bataille du fort Vendiel va commencer. Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! La bataille va durer 2 nuits. 2 nuits de siège vont se dérouler durant cette bataille. Il va y avoir des tirs enflammés de gobelins. Il va y avoir un chaos total entre les civils qui paniquent, les soldats qui combattent, les chevaliers prêts à pourfendre les moindres créatures qui passent les murs. Des centaines de gobes qui vont se faire défoncer avec leurs loups par les pieux de défense, les défenses même, les tirs des défenseurs, etc. etc. Frowinter qui va carboniser du monde avec ses éclairs, mais ultra vénère la madame. Il y aura des béliers de fortune créés par les orques, parce que oui, c'est pas que des gobelins. Il y a des orques en armure qui sont au milieu de cette troupe. Et il y a surtout, derrière les lignes, poussant les peaux vertes en avant, un orque portant une peau de loup énorme sur la tête et un énorme bâton, un espèce de bâton de mage, avec une lueur verdâtre qui l'entoure. Et cet orque, chaman orque,
Donc l'orc, beaucoup plus gros que le gobelin, beaucoup plus fort, beaucoup plus endurant. Et là en plus un chaman. Frowinter, on ne sait pas de quel collège elle est. Elle est des collèges des cieux, très certainement, parce qu'elle fait des éclairs. Et justement, lorsque Frowinter va carboniser les orques qui tenaient le bélier pour éviter que la porte ne cède tout de suite à la première nuit, eh bien le chaman orc va atteindre Frowinter d'un sortilège rouge, un sortilège qui visait uniquement la sorcière. La sorcière va être blessée mais va survivre et va rentrer en bataille mentale entre l'orc et ses propres forces, faisant que certes les gobelins vont être repoussés la première nuit, vont laisser quelques heures de soleil et de lumière pour éteindre les incendies, et vont réattaquer le lendemain. Et Gotrek va annoncer le lendemain en fait que tant qu'elle tient, il va le dire à Félix, tant que elle tient le coup, tout repose sur elle. Ça va aller tant qu'elle tient le coup. Et vraiment, hein, t'as Gotrek qui dit on est foutu. Mais si elle meurt, on est foutu. Bataille mentale contre un orc, c'est possible. C'est un chaman, hein, ils ont le sort crasse-tête, hein, ça marche très bien. Gros duel de magie à l'usure. Exactement, parce que ça dure plus d'une journée, hein, ça dure une journée entière. Et donc, durant la journée, etc., la porte est secouée à nouveau par des secousses. Lors de la deuxième nuit de siège, certes, le sorcier tente des coups, mais ça ne passera pas. Et lors de la deuxième nuit de siège, donc on a une nuit entière de combat, une journée entière de combat, et la deuxième nuit de siège qui est déjà bien entamée, Frowinter va être appelé. On a des hommes qui vont hurler « Le baron, il est blessé par une flèche empoisonnée, allez vite dans le manoir, allez le sauver !» Bien évidemment, Frowinter, par ses devoirs, va se diriger vers le manoir et va donc abandonner la défense des murs. Mais est-ce que ça va suffire aux orques et gobelins pour passer? Après de longues minutes d'absence... Elle dure combien de tours cette partie, c'est vrai ça? Après de très longues minutes d'absence, la porte va être très lourdement secouée par un nouveau sortilège du sorcier chaman. Elle va même littéralement commencer à craquer. Et c'est F, l'un des deux derniers trappeurs qui restent, qui accompagnait le convoi, va se dire ah, putain mais elle est où la magicienne? Elle est où Winter? Félix, va la chercher. Félix va dire bon bah ok d'accord, je vais la chercher, on a besoin d'elle, on a besoin de ses pouvoirs. F il dit je vais venir avec toi, je vais te suivre, on va y aller à deux. Et Gotrek va choper le trappeur, il fait non, toi tu bouges pas, tu restes avec moi. Et pourquoi? Parce qu'au moment où il se retourne et qu'il lui fait signe, la porte explose. La porte explose. Les orques et gobelins entrent à l'intérieur du fort. C'est le chaos. Le premier, bien sûr, qui est dessus au combat, vous imaginez bien que c'est Gotrek qui va au-devant des combats et il fonce en direction des orques en armure et du chaman. Alors c'est un chaman orc sur loup, apparemment nous décrit le roman. Et lorsque Félix va, il va laisser donc les autres tanker la ligne et il va rentrer dans le manoir pour aller chercher Frowinter, aller voir si le baron est en vie, etc., etc. Et lorsqu'il va rentrer dans le manoir, il va arriver dans la grande salle du manoir et il va trouver Frowinter poignardé à plusieurs reprises en pleine poitrine, avec le visage figé de la surprise. Félix, il va être sur le cul, il va faire what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Elle a été assassinée il y a quelques minutes à peine. Et à côté d'elle, avec un poignard, enfin une trace de poignard en plein dos, il va trouver Kristen. Et elle va mourir dans ses bras, en ayant même à peine le temps de lui dire qu'elle l'aime. Félix, dingue de rage, va aller vers la salle du baron, la chambre du baron. Et lorsqu'il va rentrer dans la chambre du baron, il va trouver Dieter. Dieter, égorgé, de gauche à droite. Et dans son lit, une dague encore en plein cœur, le baron. Et enfin, une dernière personne.
Bien évidemment. Il y a Manfred. Manfred qui est assis sur un fauteuil à côté de tous ces cadavres et de tous les traîtrises qu'il a fait. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est la solution. Alors encore une fois, on fait tous, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu venir. Mais vraiment, le moment, il est déchirant. Hein. Il est déchirant. Mani, qu'est-ce que tu as fait encore, Mani? C'est ça. Manfred était un traître. Il a survécu, en effet. Et les premiers mots qu'il va dire à Félix, c'est « La malédiction a été accomplie ». Et alors, Manfred nous balance tout. Il balance tout à Félix. C'est le prénom, en fait, qui paie les puputeries. C'est ça, c'est ça. Je n'ai jamais croire un type qui s'appelle Manfred. On comprend que Manfred a tué son propre père, rappelez-vous, celui qui avait disparu subitement, parce que Gottfried von Diel, donc son oncle et le baron qu'il vient d'assassiner, et Frau Winter, la magicienne qui couchait donc avec Gottfried, tous les deux avaient enfermé le père de Manfred dans une tour parce que il avait commencé à avoir des transformations et des mutations apparentes. Manfred avait découvert cette vérité où son père était donc devenu un mutant du chaos, touché par les vents de magie. Et Manfred l'a tué. On repense au roman qu'il avait dit, le roman de la jeune fille qui sait qu'elle est mutante et qui devient folle, et toute l'histoire qui en raconte. Manfred avait tué cette personne, il avait tué ce mutant que son oncle gardait en vie. Et dans sa tête à Manfred, comme son père est devenu mutant, eh bien, du point de vue de Manfred, ça lui avait fait jboum là-dedans, lui étant son fils, son père étant un mutant, ça voulait dire que lui, eh bien, lui aussi, il avait la marque du chaos. Et donc, il était un agent du chaos, l'un de ses rejetons. Et rappelez-vous la malédiction, les Von Diel seront tués par les enfants du chaos. À ce moment-là, il éclate de rire. Et il avoue à Félix que c'est non seulement lui qui a déclenché l'attaque des morts, mais aussi que c'est lui qui a déclenché l'avalanche dans le col du Feu Noir. Et il conclut en disant que tout était fini, la nuit était venue et a pris tous les Von Diel. Il avait réussi. Et c'est là que Félix lui balance « Non, tous les Von Diel ne sont pas morts, je ne t'ai pas encore tué ». Von Diel va lui répondre « Ah, mais comment tu comptes tuer un enfant du chaos ?» Et Félix va lui dire « Je vais te montrer. » Et c'est là qu'il y a le combat Félix contre Manfred. Alors le combat, All My Beer, c'est à peu près ça. Le combat est quand même assez cool. J'aime beaucoup ce combat dans les Gotrek et Félix. Parce que il y a un... Attends, on va les mettre... on va mettre que Félix le regarde méchant. Il est pas content, il a tué sa copine. Kristen, oh la pauvre Kristen, pauvre petite. Donc Félix va faire un face-to-face avec Manfred. Félix dégaine sa rapière, Manfred aussi. Et il va y avoir un espèce de combat de nobles typique de la noblesse aldorfienne. Manfred, je sais où tu te caches. C'est ça. Comme tu espères l'antagoniste, je suis protagoniste, c'est ça. Merci le bâton, merci beaucoup pour le follow. On dirait qu'ils sont frères. Oui, bah c'est Lia qui fait ça. Et Félix va très très vite se rendre compte que son adversaire est plus rapide et plus fort que lui. Il est en tout cas plus rapide. Il n'a pas une force colossale, c'est pas un seigneur du chaos, pas du tout. Mais il va se rendre compte qu'il est très rapide, qu'il arrive à faire des bottes assez impressionnantes. Et Félix va très vite se rendre compte qu'il n'arrivera pas à le battre. Il n'arrivera pas à le tuer, mais en fait, il est tellement énervé,
Il a tellement de colère en lui, Félix, qu'il va tout faire pour planter ce connard. Et au moment où Manfred lui fait une botte presque parfaite et arrive à plaquer Félix au mur, et vous savez, à faire le face-à-face où le héros il est contre le mur, avec le méchant qui appuie l'épée contre la sienne, et qui s'approche de son visage en disant « Hé hé hé, tu vas mourir !» Eh bien, c'est là que Félix se rappelle que... Ben, parfois, en fait, combattre comme il l'a fait en taverne, ça peut être pratique. Et Félix va lever son pied et va le rabattre et écraser de toutes ses forces le pied et la cheville de Manfred. Il va lui briser le pied, il va lui défoncer la jambe en mode crac, tiens, je te la mets dans la gueule, connard. Manfred va hurler de douleur et va tenter de reculer, va être déséquilibré, et Félix va profiter de ça pour le planter en plein cœur. Côté noblesse, on repassera. Ah, c'est un barde, hein, c'est un exilé. Hein. Il a le trait bagarreur de taverne, c'est exactement ça. Oh, ça fait plaisir. Et il va défoncer Manfred et il va le buter comme ça. Meurs, engeance du chaos. Et lorsqu'il va le tuer, il va lui murmurer au moment où ses yeux deviennent vitreux. Il va lui dire « Maintenant, la malédiction est accomplie ». C'est Félix qui va lui dire ça. Donc Puput étant morte, mais Félix ayant absolument tout perdu, y compris en ayant perdu la quête de traquer le tueur de sa femme, en tout cas de sa copine, Félix va abandonner l'idée de vivre. Il va être d'une morosité totale et il va ressortir du manoir en se disant « Où aller ? Il y a des peaux vertes partout, je veux mourir ». Il va sortir un petit peu en mode « Bon bah allez les peaux vertes, tuez-moi, c'est parti. J'ai eu au moins ma vengeance. » Et lorsqu'il sort, ben, il va voir des cadavres partout. Il va voir F, le dernier des trappeurs encore en vie. Il va voir bon nombre de défenseurs dégommés, tués, abattus, etc. Tous les nobles sont morts. Tous les personnages qui dirigeaient cette compagnie de survivants et d'exilés sont morts. Il ne reste plus que quelques civils et quelques soldats. Il va voir d'énormes tas de loups, d'orques et le corps du chaman au sol brisé. Il va chercher et il va trouver Gotrek. Gotrek qui va simplement avoir le temps de lui dire « Mec, où tu étais, t'as manqué le meilleur. » Sauf que Gotrek, en disant ça, est recouvert de blessures. Il est harassé de fatigue. Il tombera même dans les pommes en tombant dans les bras de Félix. Et Félix va voir que Gotrek est désormais borgne. Il a été énuclé, il a perdu un œil durant cette bataille. C'est pour ça que depuis le début, je vous montre un Gotrek qui a ses deux yeux. C'est que à partir de ce deuxième chapitre que Gotrek devient enfin le Gotrek que vous connaissez avec le borgne gauche, l'œil gauche. Et donc, hop. Et donc, après cette catastrophe et cette fatalité qui vient de frapper surtout Félix, hein, véritablement, mais aussi Gotrek, il a perdu un œil. Hein. Félix conseille aux survivants de repartir vers Akendorf, donc de relonger les montagnes, etc., et de retourner en Akendorf pour ceux qui vont y arriver. Et vu que là, ils n'ont plus de militaires ou presque, ils ne sont que quelques civils, à peine une vingtaine, ils vont peut-être être acceptés à Akendorf, et sinon, eh ben tant pis, parce que Félix a le cœur brisé, et il dit, je m'en fous, laissez tomber, j'ai tout perdu, je suis Gotrek. Je vais le suivre dans son aventure, parce que j'ai plus que lui. Il va partir en glissant un adieu, ma bien-aimée, à l'endroit où est enterré Kristen. Et il va suivre Gotrek. Et Gotrek va dire, bon bah allez, on garde l'œil, hein, parce que Gotrek, au bout de quelques jours à peine, il sera remis, même s'il a perdu son œil. Et il va lui dire, bon attention, hein, il y a du troll dans ces montagnes, il va falloir qu'on avance prudemment. Et Félix va répondre à Gotrek, alors s'il y a du troll, allons-y. Et là, Gotrek, non seulement il va avoir un regard, un œil, il va avoir un regard malicieux, en voyant Félix qui le suit dans son délire. Mais en fait, le roman nous décrit Gotrek à ce moment-là avec un regard de compassion et d'empathie envers Félix, parce qu'il comprend ce qu'il a perdu. Et
il va terminer ce chapitre en disant juste « Eh, on va peut-être faire de toi un vrai tueur. » Et le roman s'arrête au moment où le duo part en direction des montagnes en suivant la rivière Tonnerre vers Karakowi Peak. Et voilà. Gotrek qui se découpe un chaman et une escorte d'orque noir, il me battra toujours. Ah bah là, ça rigole pas. Hein. Intéressant comme idée de faire un tueur d'un point de vue humain. Ah mais c'est clair. Hein. Là c'est le 2e chapitre hein, seulement. Gotrek devrait pas vouloir que Félix devrait pas vouloir que Félix doit un tueur. C'est une honte normalement. Oui mais c'est dans l'état d'esprit en tout cas. Tu vas les mettre sur YouTube. Alors Hymno, on va les mettre toutes les 2 semaines et par 2. C'est pour ça que vous en avez pas eu ce week-end. Merci Arthur, merci beaucoup pour le sub offert à la commu. Merci énormément à toi. N'hésitez pas à faire comme Arthur si vous voulez nous donner quelques subs ou quelques bits. N'hésitez surtout pas, ça fait plaisir et on en a besoin. Sinon vous avez le Tipeee hein, sur la chaîne, tapez exclamation Tipeee avec 3 E pour participer. N'hésitez pas, votre soutien nous est important. Ça change de la fin des temps, hein. Ah, vraiment. Et encore pourtant, c'est une tragédie ce chapitre. Le chapitre, vraiment, il est horrible, mais moi, je l'adore. Je l'adore parce que c'est vraiment du monde de Warhammer. Le gars qui tombe amoureux, qui a un pote qui l'aide, et au final, il perd absolument tout, et il décide de suivre le pote, et le pote compatit alors qu'il est censé pas avoir de sentiments pour les races jeunes. Moi, vraiment, c'est l'un de mes chapitres préférés.